Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Corinne Joly, la présidente de PAP Particulier à Particulier. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir dans l'émission. Que vous dire si ce n'est que c'est le bazar du calendrier. Mais hier, j'avais le patron du Bon Coin, Antoine Joutot, qui me disait « Ouais, on est leader sur les petites annonces immobilières. » Et comme quand on écoute toujours les uns et les autres, tout le monde est leader. En fait, c'est un peu l'école des fans. Est-ce que c'est vrai? Alors, qui est leader, qui n'est pas leader? Et sur quels critères Quels critères on regarde? Sur l'immobilier, il y a plusieurs secteurs. Et bon, le premier, c'est qu'il y a le marché des professionnels et il y a le marché des particuliers. Sur les particuliers, qu'est-ce qu'il m'a dit? 110 000 annonces immobilières de particuliers. Alors, 310 000 annonces. Vente, location, parce que voilà, il y a plusieurs secteurs. Nous, on fait 350 000 annonces par an, vente plus location. Et juste sur les ventes? Et sur les ventes, on est à 150 000. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est son chiffre. Ouais. Voilà, donc moi j'avoue que je ne suis pas trop. Après, il y a le marché des professionnels où le Bon Coin est et nous non, puisque c'est notre particularité de ne faire que les particuliers. Puisque nous, notre raison d'être, notre ADN, c'est vraiment de permettre aux gens de vendre sans commission. Donc voilà, après, selon le segment, les leaders changent. Mais ouais. Donc en tout cas, vous êtes dans le trio de tête? Ah oui. Assurément, entre Se Loger, Le Bon Coin et c'est ça, mais ça dépend des régions, parce qu'il y a aussi des régions. Nous, on a notre région de base, c'est vrai que c'est l'Île-de-France, mais on s'est beaucoup développé en province ces dernières années. Mais donc selon les régions, il y a aussi des variations. Et donc ça veut dire que vous avez, sur 1 million de transactions, si on prend le chiffre de l'an dernier dans l'immobilier, quelle est la part qui se fait en direct sans passer par un tiers, sans passer par un agent? Juste pour qu'on mesure un peu ce que c'est que ce marché, qui est votre niche. Le chiffre varie entre 30 et 40%, donc on n'a qu'à dire 35. donc pas loin de 300 000 transactions par an dans l'immobilier en France se font de gré à gré, de particulier à particulier. Ouais. Est-ce que vous savez, vous, combien vous en captez? Environ, alors on a 150 000 annonces et sur le TAJ, il y en a 120 000 à peu près qu'on fait. Donc, sur lequel les gens il y a 120 000 avec... transactions en France qui se font grâce à PAP. Voilà. Non mais c'est intéressant, parce qu'en fait, votre raison d'être, votre raison existentielle, c'est de se dire finalement, à l'anglaise, fuck la commission d'agence, quoi. On laisse tomber la commission. Non mais c'est vous qui l'avez dit. Non mais je l'assume. non mais c'est ça votre position, c'est de se dire, si on peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin de payer une commission à un agent. C'est ça, c'est le parti pris, c'est le point de départ. C'est l'ADN de l'entreprise de se dire. Comment vous le diriez vous? Je le dirais poliment. en français, je l'ai dit en anglais. Oui, c'est le parti pris, c'est de permettre à tout le monde d'éviter la commission d'agence. Donc la base de ce qu'on a fait, c'est l'annonce, puisque c'est quand même le produit élémentaire pour trouver un acheteur. Et puis après, on a développé d'autres services qui peuvent être utiles quand on vend. Et l'idée, c'est de permettre à tout le monde, quel que soit son niveau, ça c'est important, de vendre son logement sans payer de commission. Parce que la prestation de l'agent immobilier ne vous convainc pas ou qu'elle est trop chèrement tarifée par rapport à sa valeur ajoutée? Elle ricane, je la sens gênée. Non mais c'est-à-dire que si les gens sont capables de le vendre eux-mêmes, parce qu'il faut avoir du temps, il faut avoir la compétence, il faut savoir l'estimer son bien. Enfin voilà, il y a une prestation, c'est quoi? Il faut s'adresser à des gens qui sont autonomes, qui sont en capacité et qui ont le temps de le faire. Alors ceux qui sont autonomes, ils vont juste diffuser une annonce et ça c'est le service de base. Après même sur l'annonce, il faut quand même, vous voyez nous par exemple un travail qu'on fait et qui est souvent pas vu, c'est de filtrer les contacts parce que sur le web il y a aujourd'hui des gros problèmes d'escroquerie, etc. Ouais. Nous il faut être conscient qu'on filtre un quart des contacts parce qu'on estime qu'ils sont louches, c'est-à-dire que ce sont des escrocs, etc. Donc déjà il y a un quart des gens qui cherchent à mettre une annonce sur PAP et ce sont des agrafins, des filous. Ouais, ou qui contactent. Par exemple, vous êtes vendeur, vous mettez une annonce, vous recevez des messages de personnes qui en réalité sont plus ou moins des escrocs, etc. Donc nous, on a un énorme travail de filtrage de ça. On vérifie finalement, on vérifie les relations avant de vous mettre en contact avec quelqu'un. On vérifie que personne n'est un escroc. Et on le fait dans les deux sens. On vérifie les annonces, on vérifie les contacts. Raison, des deux côtés. Voilà. Donc déjà, il y a le fait de sécuriser la mise en relation. Ça, c'est une part du travail. Ensuite, donc ça c'est le minimum. Ensuite, on a par exemple une assistance juridique. Ça, c'est pour les gens qui ont des questions souvent c'est au moment du compromis de vente, les clauses suspensives, etc. Donc on a une assistance juridique, on fait de l'estimation. Depuis peu, on fait même de l'estimation en visio, Covid. Ouais, oblige. Ouais. Voilà, on est capable de vous envoyer un photographe professionnel. Donc l'idée, c'est que tous ces services-là dont vous pouvez avoir besoin pour vendre, c'est à vous de juger. Hein. Si vous estimez que vous êtes un photographe de génie avec votre smartphone, vous faites vos photos, il n'y a pas de problème. Vous, là, Corinne Joly. Sympa, hein. Voilà, ça c'est un exemple de visite virtuelle. Donc ça, on est capable de le faire aussi. Et c'est vous qui allez finalement décider les moyens que vous voulez utiliser pour vendre votre logement. Ça, c'est une visite virtuelle qu'on a réalisée nous-mêmes pour un client. Donc ça, c'est une vraie vente qu'on a gérée. Et c'est où ça? On est où? Je ne sais pas où elle est.
Ouais. Je me souviens plus. Mais voilà, cette visite virtuelle, on l'a faite et pour autant, on n'a pas pris de commission sur la vente. Donc c'est ça notre raison d'être, c'est de dire, mais finalement, la plupart des services, ils sont disponibles sans payer de commission. Donc nous, ce qu'on va vendre, donc c'est un système de tarification qui est différent, c'est le service. En gros, plus vous allez prendre de services, bah, plus vous allez payer. Mais ça ne va pas être un pourcentage de votre logement parce que finalement, vous pouvez vendre un logement. Problème, ça, par exemple, je pense que c'est... de tête, c'était un logement à 500 ou 600 000 euros. Ouais. Bon, c'est pas parce qu'il est à 500, 600 000 euros qu'on a travaillé plus que s'il était à 300 000 euros. Donc nous, on va tarifer pareil, que votre logement il soit à 300 000 euros ou à 1 million. Vous nous avez demandé donc c'est le mode de virtuelle. tarification des agents qui vous pose problème. Qui ne sont pas justifiés. Non mais après C'est leur mode. Ouais. Nous, on est sur un autre où on est plus direct, c'est-à-dire qu'en gros, vous payez, plus vous prenez de services, plus vous payez. Donc là, les agences low cost, maintenant qui se lancent à l'agence virtuelle, qui ont des commissions à prix cassé, 1% ou moins, ou même au forfait, ça vient quelque part grignoter un petit peu alors pas trop, parce que la plupart de ces agences sont vraiment... En fait, elles se permettent d'avoir des commissions basses parce qu'elles sont sur les marchés qui sont chers. Le premier marché qu'elles essayent de prendre, c'est Paris, parce que Paris, quand vous voyez les montants des ventes aujourd'hui, même si vous prenez 1%, c'est beaucoup. Donc ça, c'est parce que le marché a explosé. Enfin voilà, un logement à 600 000 euros à Paris, honnêtement, c'est facile à vendre. Il n'y a pas besoin de faire énormément de choses. Rien que si vous prenez 1% de ça, ça fait 6 000 euros. Nous, quand on fait le package maximum de services avec l'estimation, la visite virtuelle, le filtrage des contacts, c'est 690 euros. Donc, vous voyez, et nous, c'est identique. Donc, vous rendez du pouvoir d'achat au vendeur, quelque part. Vous lui rendez du... Oui, on rend alors au vendeur ou à l'acheteur, ça dépend de la stratégie du vendeur. C'est-à-dire que ça peut être soit le vendeur qui se dit, bah moi, du coup, comme ça, je vais me mettre un peu au-dessus, soit au contraire, il a envie de vendre vite. Et du coup, il va se mettre, entre guillemets, au prix net vendeur. Et du coup, il va se mettre en dessous. Et l'idée, c'est qu'il vende plus vite. Après, c'est à lui de décider. Ouais. Donc, chez vous, c'est payant. Chez Le Bon Coin, c'est gratos de mettre son annonce. En effet, c'est pas le même service. Ah bah oui. Voilà, c'est pas le même service, c'est pas le même modèle. Eux sont tenus à la stricte partie de la diffusion et puis ils prennent tous les pros. Ah, donc ils financent. Oui. Ils offrent aux particuliers le fait de mettre une annonce parce que d'un côté, ils ont les agents qui mettent des biens en vente. Eux payent une commission. C'est ça, et du coup, voilà, leurs clients payants, ce sont les agences immobilières, ce qui les empêche de faire des services pour les particuliers, alors que nous, le fait qu'on n'ait pas les agences immobilières, et on est les seuls à le faire, c'est ça qui nous a permis de sortir tous les services qu'on a pu faire pour les particuliers, parce que finalement, on n'a pas de conflit d'intérêt, notre positionnement est clair. Chez nous, c'est vrai que faire des photos, on peut faire appel à vous. Après, moi, la question, c'est que si je me débrouille tout seul pour mettre en vente mon bien, je me dis effectivement l'estimation. C'est vrai que l'agent, son boulot, c'est notamment, c'est d'estimer. Bah, on le fait aussi maintenant. C'est vrai. Ah, oui, bah, ça, dans ce que vous avez vu là, par exemple sur la visite virtuelle, oui, on a fait l'estimation du bien. Oui. On fait une estimation, on vous fournit un avis de valeur. Donc là aussi, l'un des intérêts, c'est qu'on est complètement indépendant là-dessus. C'est-à-dire que nous, honnêtement, on vous donne un prix, on n'essaie pas... On n'est pas intéressé là-dessus puisqu'on n'est pas commissionné. Voilà. Donc on n'a pas d'intérêt particulier, donc on vous donne un avis de valeur. Et puis on Parce vous que l'agent, lui, il a intérêt à donner le chiffre le plus élevé. Elle ne veut pas dire de méchanceté sur la concurrence. Non, mais vous assumez votre positionnement. Je dis ce qu'on fait et puis je laisse les gens en déduire ce qu'ils veulent. Nous, on fait une estimation, donc on vous la donne, on vous propose une annonce, on a pris des photos, etc. Et après, c'est vous qui allez décider où vous vous mettez. Donc soit vous vous mettez, donc il y a des gens qui se mettent au-dessus, ils estiment qu'ils veulent, ils ont leur temps pour vendre, ils préfèrent être plus chers, ils le font. Soit vous vous mettez au prix que nous on vous conseille, et dans ce cas, sur l'annonce, on va écrire que c'est un prix qu'on a validé. C'est prix validé par PAP, ça veut dire qu'on a fait l'estimation de notre côté et que vous avez fait le choix de vous mettre au même montant que nous. Donc ça, c'est pour rassurer l'acheteur en face. Donc voilà, on essaye de jouer ce rôle de tiers finalement qui aide la relation à bien se passer, mais sans prendre de commission entre les deux et en laissant les gens se rencontrer aussi. Parce qu'après, là où on s'arrête, c'est les visites. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on a fait ce travail-là... Ah oui, pour les visites, vous avez raison. Qui gère les visites? Justement, là, en fait, nous, une fois qu'on a vérifié que la relation, elle était sécurisée, qu'il n'y a pas d'escroquerie, que les profils sont sérieux des deux côtés, vous rentrez en contact directement. Et là, c'est vous, vendeur, qui prenez le relais. Après, les services qu'on a sortis ces derniers temps, comme les visites virtuelles, ça a aussi comme objectif de vous faire gagner du temps pour faire, en moyenne, quand vous avez une visite virtuelle comme ça, et comme on voit bien le logement, ça permet d'avoir en moyenne 2,3 visites pour vendre le logement. Donc finalement, le but, c'est aussi de vous faire gagner du temps parce qu'on a fait une annonce super complète. Il y a des gens qui achètent après uniquement avoir vu une visite virtuelle? Non. Et je ne le recommanderais pas. Non, mais c'est juste que comme quand vous avez vu ça sur un logement,
bah, du coup, ça vous qualifie. Vous voyez, si ça ne vous intéresse pas, vous n'allez pas demander de visite et tout le monde gagne du temps. Ah, oui, oui. En revanche, si vous contactez un vendeur après avoir vu une visite virtuelle, vous êtes quand même sérieusement intéressé par le bien. Donc, ça permet de vendre en moins de visites finalement. Et du coup, on a des vendeurs qui gagnent du temps. Ah, oui, évidemment. Voilà. Ce coaching immobilier là, à 700 €, combien par an, enfin, en pourcentage de gens font appel à ce service-là? Et si ce chiffre est important, ça veut dire qu'il y a besoin d'accompagnement. Que les gens n'arrivent pas à se débrouiller tout seuls. Alors, ce qui est normal. on a gardé. C'est un métier aussi. C'est un métier. Bah, ça dépend complètement de votre niveau. Franchement, il y a des gens qui ont l'habitude de vendre quand c'est votre deuxième, troisième vente. En général, vous avez compris comment ça marche. On appelle ça des marchands de biens, non? Bah non, 2-3 ventes dans une vie, c'est courant. Donc, au bout d'un moment, bon, vous avez vu comment ça se passe, etc. Maintenant, c'est vrai que pour un premier vendeur, c'est souvent assez rassurant. Ou pour quelqu'un qui n'a pas le temps, parce que dans les milieux urbains, souvent, les gens travaillent, etc. Donc, ils ont besoin aussi de cet accompagnement-là. Mais voilà, en gros, aujourd'hui, avant la crise du Covid, c'était à peu près 10%. Et 10% de nos vendeurs qui passaient par le service de coaching. Et là, c'est en train de monter un peu parce que c'est un produit qui est très... les visites virtuelles, en ce moment, c'est une demande qui est forte parce que justement, bah, c'est rassurant. Il y a moins de personnes qui défilent chez soi, moins de contacts. Donc là, on est plutôt entre 15 et 20% depuis mai. Bon. Alors justement, depuis mai, depuis qu'on est déconfiné, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que dans ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend les réseaux d'agents immobiliers qui disent « Ouais, ça redémarre très fort ». Bon, ils ont plutôt intérêt à le dire, évidemment. Puis après, il y a un effet rattrapage, des gens qui avaient un projet, qui veulent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a une volonté du côté des acheteurs et des vendeurs d'aller au terme? Il y en a qui veulent renoncer. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ou est-ce qu'on ne sait pas finalement? Parce que si vous voyez quand même beaucoup de choses. Alors, on sait l'audience. Ça, c'est factuel, c'est pas juste un sentiment. Nous, on a une très forte audience en ce moment. On fait des records historiques toutes les semaines d'audience. Pour vous donner un chiffre, sur la première quinzaine de juin, on a fait 56% de visites en plus qu'en 2019. Donc, je ne compare pas à avril et mai, je compare à 2019. En chiffres, on a fait, première quinzaine, donc 5,5 millions de visites sur PAP.fr, alors qu'en juin 2019, on était sur la même période à 3,5 millions de visites. C'est énorme. Après, la question, c'est entre l'intention, entre je regarde et je passe à l'acte. Alors, ça fait partie des sujets. Des passages à l'acte, on en a déjà vu, puisque là, ça fait plus d'un mois qu'on est déconfiné. Des offres d'achat, il y en a eu, des ventes, il y en a eu. Donc, comment vous le savez d'ailleurs, ça? Parce que les vendeurs nous préviennent, parce que du coup, ils arrêtent leur parution et ils nous préviennent. Et donc, il y a l'info qui revient, qui remonte à vous? Bah oui, parce qu'il faut qu'ils annulent leur offre et nous, à ce moment-là, c'est question. Et vous avez le prix? Ils vous donnent le prix? On ne demande pas le prix. C'est-à-dire que des fois, ils nous le donnent parce que c'est volontaire, mais bon, comme ça peut être une information sensible, les gens n'aiment pas trop parler d'argent, on ne le demande pas forcément. Mais certains nous le donnent. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire, donc on ne l'a pas toujours. Bon, l'idée, c'est que donc là, on voit quand même que la tendance, elle se confirme, parce que là, la hausse début juin, elle est supérieure à celle de mai, donc on est plutôt dans un phénomène d'amplification. Et ensuite, elle est pas tout à fait la même que l'année dernière, puisqu'on a clairement un phénomène d'éloignement des métropoles qui est vraiment assez net. C'est-à-dire qu'on a des progressions, on a des départements dans lesquels le nombre de recherches double. Par exemple, en Île-de-France, la Seine-et-Marne, qui est en général le département, c'est le plus éloigné de Paris. Là, c'est le département qui progresse le plus, vraiment. C'est plus du double de recherches. D'avoir un peu de verdure, un balcon, une terrasse. Une grosse augmentation des recherches de maisons. En résidence principale ou en résidence secondaire? Ou les deux en général? Alors, moi, je pense que c'est de la résidence principale. Ce n'est pas forcément quelque chose que je sais au moment de la recherche, mais quand je vois les départements de recherche, pour moi, c'est plus des départements de résidence principale. La Seine-et-Marne, c'est pas forcément une résidence secondaire en général, c'est les départements littoraux ou vraiment campagne. La Seine-et-Marne, c'est quand même l'Île-de-France, c'est pas un département de résidence secondaire, c'est un département plutôt de résidence principale. On a aussi tous les départements limitrophes de l'Île-de-France qui progressent beaucoup. Et on a la même chose dans les autres métropoles comme Lyon, Bordeaux, l'Ain explose. Ça, c'est métropole lyonnaise. Donc on voit que, et à mon avis, c'est vraiment le télétravail qui permet ça. Là, les gens sont prêts à aller plus loin de leur lieu de travail. Ils cherchent à 1 heure de leur lieu de travail, mais en revanche, maison et surface plus grande. Ça, c'est vraiment net. Et télétravail, non plus à dose homéopathique, mais... Télétravail régulier, oui. Ouais. Je ne fais pas forcément plein télétravail, mais ce qui vise, c'est de faire les trajets. Moi, je m'interroge entre l'intention d'un côté, d'où les recherches, et l'action. C'est la grande question en ce moment, parce qu'effectivement, on peut avoir envie de faire ça. Alors après, comme je vous dis, on a déjà vu des gens passer à l'acte, donc on sait que ce n'est pas que du vide. Et il y a quand même une autre chose qu'il faut rappeler, c'est que ça ne s'appuie pas sur rien. C'est-à-dire que le problème de logement qu'il y a dans les métropoles,
il date pas du confinement. Les logements trop chers et trop petits, on est tous d'accord qu'en immobilier, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Les villes comme Paris, Bordeaux, etc., leurs prix ont vraiment explosé ces dernières années. Donc pour moi, on est plus dans un phénomène de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a quand même du fond derrière. Ouais. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est pas acquis. Ouais. Aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir pour les villes moyennes, qui sont clairement là, celles qui sont recherchées. Mais si les services ne se redéveloppent pas, et là je parle vraiment de politique d'aménagement du territoire concernant les gares, les hôpitaux, les écoles, si on n'investit pas sur ces villes-là, Le soufflet pourrait retomber. le soufflet pourrait retomber. Et il y a aussi, bien sûr, la grande question du télétravail. Quels comportements vont adopter les entreprises en septembre ? Est-ce que ça va être retour à la normale ou est-ce que finalement... Ou est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Voilà, ça, j'ai un peu mon opinion, mais je pense que le télétravail, il va en rester quelque chose. Ouais. Et là, je le dis à titre d'entreprise, parce que, évidemment, la question se pose chez nous comme partout. Vous êtes combien chez PAP ? On est 200, et on a dû tous partir en télétravail en l'espace de 2 jours. Donc, on a fait cette grande expérience du télétravail. Bon, il en restera quelque chose. On a vu ce qui marchait, on a vu ce qui ne marchait pas. Voilà, on a vu aussi que pour les salariés, c'est quand même un confort. Parce qu'on en avait déjà des salariés qui viennent de Tours, qui viennent de Reims, qui viennent de... Voilà, donc et on a bien vu quand même l'impact. Donc, je pense qu'il en restera quelque chose. Bon, il reste un petit point, évidemment, et personne ne sait, c'est la question des prix. Hein. On entend tout. Alors voilà, les Cassandres qui disent non, mais ça va baisser. Alors personne ne parle d'effondrement, d'éclatement de bulles, enfin personne de sérieux. Mais par contre, beaucoup d'experts disent les marchés, ça sera peut-être entre 5 et 15% de baisse à court terme. Voilà, certains agents disent on ne sait pas trop, mais quand on voit la demande, etc., ça repart, et pas de raison que ça baisse. Ou même vous ne savez pas, ou vous avez un avis particulier le problème, c'est qu'il y a des, là, il y a des courants opposés. À court terme, oui, sur les courants opposés, et notamment il y a le chômage, on a vu, qui est en train d'exploser, il y a la prudence des banques, il y a l'incertitude économique. Baisse des taux, les taux ont baissé en juin. Là, on était à 1,50 en mai, on est revenu à 1,40 en juin. Donc d'un côté, on a forte demande taux bas, et de l'autre, on a situation économique. On peut avoir taux bas et sélectivité de la part des banques aussi. Elles sont sélectives, ça c'est vrai, et effectivement, en face, il y a la situation économique. Donc il y a vraiment 2 courants qui s'opposent. Moi, pour l'instant, ce que j'observe, c'est que les prix sont stables. Pour l'instant. Le fait qu'il y ait beaucoup de demandes sur les maisons, je ne crois pas que ça fera augmenter les prix des maisons parce que pour moi, en maison, il y a beaucoup d'offres. C'est-à-dire que le marché a de la marge avant d'être sous tension. Parce que quand on se met à chercher une maison dans le 77, tout d'un coup, on a beaucoup plus d'offres que quand on se met à chercher un appartement à Paris. Donc, je ne crois pas que les maisons vont monter tout de suite malgré la très forte demande. Et il y a un phénomène auquel moi, je suis attentive. C'est si toutes ces tendances se confirment là et que finalement tout le monde veut quitter les centres-villes, ça va faire de l'offre en centre-ville. Les 2-3 pièces que les gens ont envie de quitter en ce moment. Donc pour l'instant, ils ne sont pas sur le marché. Donc pour l'instant, il y a toujours un problème d'offre à Paris. Si vous cherchez à Paris, il y a toujours un problème d'offre. Mais si tout d'un coup, il y a un vrai phénomène où on préfère une maison à une heure, à un moment, il peut y avoir beaucoup d'offres. Et là, ça pourrait faire baisser les prix des appartements en centre-ville. Après, je rejoins, je ne crois pas à l'effondrement non plus parce que l'immobilier n'est pas vraiment remis en question. Vous ne croyez pas à l'effondrement des prix immobiliers ? Non, parce qu'il n'y a pas de problème de confiance. Et au contraire, on est sur une crise où on a tous passé des plombes chez nous. Ça a mis le logement au cœur de la qualité de vie. Donc finalement, pour beaucoup de personnes, le logement, on se rend compte que c'est quand même un besoin fondamental. Et du coup, je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait un effondrement. Maintenant, encore une fois, il y a le gros point d'interrogation, c'est quand même la situation économique. Et là, honnêtement, je ne vais pas me mouiller. Oui, déjà les experts ont du mal quand ils se mouillent. Donc quand vous dites on observe une stabilisation des prix, ça veut dire quoi une stabilisation des prix ? Ça veut dire qu'on est à peu près au niveau de mars là et que ça ne bouge pas tant que ça. On a d'un côté des vendeurs qui avaient franchement peur que ça baisse. Ils ont tenté de passer comme en mars et pour beaucoup, ça passe. Et de l'autre, on a des acheteurs qui ont un peu hésité, mais comme ils voient que finalement il y a beaucoup de demandes, ils se disent finalement j'y vais, et puis il y a une vraie envie d'acheter. Donc au final, ça s'est à peu près équilibré. Voilà, là on en est là. Maintenant, encore une fois, la situation économique n'a pas encore l'air d'avoir eu ses répercussions. C'est-à-dire que c'est des phénomènes qui peuvent prendre des mois, et le phénomène d'éloignement des centres-villes, il va prendre longtemps. S'il se confirme, il va prendre longtemps. Les cartes, effectivement. Il peut retomber comme un soufflet, comme vous l'avez dit. Et puis s'il se confirme, ça va prendre longtemps et ça pourrait... Après, moi, je pense que ce serait bien que ça se confirme pour le pouvoir d'achat immobilier. Donc c'est pour ça que effectivement, les villes moyennes se redéveloppent. Pour le pouvoir d'achat immobilier, ce serait vraiment... C'est la meilleure chose qui puisse arriver en immobilier. Parce que ces dernières années, on a vu tout le monde a perdu en fait en immobilier. Quand on est en centre-ville, on habite dans quelque chose de plus petit et plus cher. Et puis quand on est
Dans des plus petites villes, on a vu les fermetures de services, etc. Donc finalement, tout le monde a perdu. Je pense qu'un meilleur équilibrage soit sur les prix, soit sur la qualité de l'environnement. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le choix, c'est soit vous sacrifiez votre qualité de vie et vous êtes proche de votre travail, soit vous sacrifiez le temps de travail, etc. Et puis vous n'avez pas beaucoup de services. Finalement, tout le monde a un choix un peu moyen. Enfin, en tout cas, le choix, c'est dégradé. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour d'équilibrer le territoire entre les grandes villes, les villes moyennes. Pour que et déconcentrer un petit peu les métropoles. Exactement. Vraiment, ça, ce serait une bonne chose. Et j'espère qu'il y aura une volonté politique qui suivra ce mouvement-là. Bon, pour l'instant, on n'a rien entendu. Mais Si, on a un petit peu entendu déconcentration. Un peu. Je pensais qu'on parlait plus. Oui, c'est des services publics. Ça, c'est vrai. On a entendu un peu le côté, pas tout à Paris. C'est un peu ce mouvement-là quand même. Voilà, bon, j'espère que ce sera plus que ça. Ouais. Et que ça sera suivi des faits. En tout cas, merci de passer nous voir pour la première fois. Elle va revenir, j'espère. Corinne Joly, donc la présidente de PAP, particulier invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.